Alors, vous avez réussi à braver l'hiver qui recommence, hein, comme vous avez remarqué. Je suis très touché. Alors, donc, aujourd'hui, on va aborder je pourrais dire presque une deuxième section dans notre présentation. Ceux qui ont tout suivi jusqu'à présent, donc, vont voir que, justement, avec les peintres qu'on aborde aujourd'hui puis les deux prochains, on va changer un peu d'univers. Enfin, on ne pourra pas employer le mot réalisme au sens aussi strict qu'on l'a fait jusqu'à présent, puisqu'aujourd'hui, on va parler donc d'Emily Carr et la semaine prochaine de Pellan. Alors ça va être, je vais avoir un petit peu plus de misère à vous convaincre que c'est un peintre réaliste. Et finalement, avec Colville, évidemment, on revient un peu à du réalisme plus classique, si on veut, mais malgré tout, vous allez voir, même chez Colville, il ne s'agit pas simplement de faire du réalisme photographique. Là. Par exemple, je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais dans les tableaux de Colville, il n'y a pas d'ombre. Et les animaux, les personnages ont l'air flotter comme ça dans l'espace. Ils ne projettent pas d'ombre par terre. Alors, il y a toutes sortes de choix comme ça que Colville a pu faire qui va faire aussi qu'on ne pourra pas en parler comme Krieghoff ou les autres qu'on a vus jusqu'à présent, ou surtout pas le trompe-l'œil, comme on abordait la dernière fois. Donc, vraiment, c'est des gens qui sont plus marqués par le modernisme, mais qui restent attachés à la figuration, et c'est dans ce sens-là que ça m'intéressait, évidemment, de les confronter dans ce contexte-là. Hein. Et avec Emily Carr, je vais faire deux choses. Je vais partir des tableaux plus connus d'elle. Vous savez qu'on l'associe beaucoup à ses vues de la forêt de la Colombie-Britannique. Mais je vais insister surtout sur une période antérieure qui était ces tableaux qui représentent les Indiens. Et la raison pour laquelle cette insistance, c'est que c'est là surtout que son intention de vraiment représenter les choses telles qu'elle les voyait est plus forte, alors que vers la fin de sa vie, elle a pris plus de distance avec un réalisme trop naturaliste, enfin avec trop photographique si vous voulez, elle a pris plus de liberté. Alors, donc, c'est à cause de ça que je vais procéder comme ça. Mais d'un autre côté, on va commencer quand même par les tableaux peut-être plus célèbres avec lesquels on l'associe davantage, un peu pour procéder pédagogiquement, si on veut, du connu vers l'inconnu. Mais ça va nous obliger à procéder rétrospectivement, c'est-à-dire du plus récent, du plus proche de nous au plus ancien, aux choses qui sont peut-être un peu moins connues. Et disons, pour faire image, en fait, je vais mettre ce tableau-là qui est tout à fait typique, enfin, de sa phase de maturité, si on veut. Donc, un tableau qui s'appelle Grey, tout simplement, comme la couleur grise, si on veut, et qui est daté 1829-30, c'est-à-dire donc vraiment le début là, de la période de maturité. Et pour comprendre un peu l'esprit de ce genre de tableau-là que Emily Carr a proposé à ce moment-là, je pense qu'il est intéressant de confronter ça à des tableaux de Lauren Harris. Et vous allez voir pourquoi. C'est que on a apparemment, en tout cas, des gens qui travaillent un petit peu dans le même esprit, mais qui, en fait, ont deux conceptions complètement opposées du rapport avec la nature en particulier. Hein. Chez Harris, et disons, là, je vous donne un exemple ici, on pourrait les multiplier. On a souvent ce type de présentation-là, si on veut, dans laquelle on voit un horizon assez bas, hein, et avec un ciel immense, avec probablement sur celui-là une espèce d'éclairage qui vient de la droite et qui éclaire un petit peu les nuages, un peu comme si c'était la lumière du matin. Et surtout, au premier plan aussi, des arbres morts. Je pense que ça vous a frappé. Dans les trois tableaux, on a la même mise en page, le même thème, plus ou moins. Toujours l'horizon très bas, une immense importance donnée au ciel et toujours ces arbres morts au premier plan. Hein. Et dans le cas de Harris, que j'avais, si certains ont suivi les les conférences que j'avais données il y a 2 ans, ça je ne peux pas me tabler trop sur ces souvenirs-là, mais je vais vous rappeler, c'est dans les tableaux de Harris, on a l'impression que la révélation du ciel est liée à la mort de la forêt. Hein? C'est comme si il fallait que la forêt disparaisse d'une certaine façon pour révéler la présence du ciel. Et aussi, évidemment, le ciel qui est révélé, c'est un ciel qui envoie sa lumière d'en haut vers le bas.
qui éclaire donc comme une révélation un peu. Et vous savez que Harris était très touché par la théosophie, enfin par des idées religieuses comme ça. Donc ça allait assez bien avec son idée, c'est qu'au fond, la forêt nous bloque la vue du ciel. Il faut qu'elle disparaisse pour que le ciel se révèle. Et le ciel, évidemment, c'est la révélation de ce qu'on appelle le Nord, l'espèce de vent froid là, qui va se répandre sur toute l'Amérique et qui va rafraîchir toutes les cervelles des Américains. En tout cas, il y a toute une théorie là sur l'importance du froid. Puis en tout cas, ça, je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que c'est un peu loufoque, mais il dit des choses comme ça. Enfin, il était très nationaliste, alors il présente l'art canadien comme ce qui va sauver l'Amérique. Alors, quand on regarde maintenant le tableau d'Émile Ricard, et vous savez que les deux étaient liés au fond, hein, ils se connaissaient très bien. En 1927, justement, donc un petit peu avant qu'elle ait peint ce tableau-là, Émile Ricard est invité à Ottawa parce qu'elle participe à une exposition qui avait été concoctée par Eric Brown, en tout cas c'est le directeur de la Galerie nationale à l'époque, et par Marius Barbeau, qui est un fameux anthropologue. Et ils avaient eu cette idée de confronter des tableaux faits par des artistes canadiens avec des œuvres d'art d'origine des Premières Nations, enfin des œuvres d'art amérindiennes, et de mettre ça côte à côte comme ça sur les murs. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion-là que Eric Brown découvre l'importance d'Émile Ricard. Il se rend là-bas à Victoria, il visite son atelier, puis il est tout enthousiasmé de voir ce qu'elle fait, etc. Et il lui demande de participer. Et donc, elle vient à Ottawa pour l'ouverture de l'exposition, et en revenant, elle arrête à Toronto, et c'est là qu'elle rencontre évidemment Harris, et ils partagent aussi beaucoup de préoccupations religieuses, toutes les deux. Ils vont faire des échanges de correspondance, donc ils sont assez proches, si on veut, sauf que Émile Ricard va hésiter de le suivre là, dans la théosophie, enfin, finalement, et ça va refroidir un peu leur relation vers la fin à cause de ça. Hein? Mais si on revient maintenant à la confrontation entre ces deux genres de tableaux, ce qui est très frappant, dans Émile Ricard, au contraire, vous n'avez presque pas de ciel. Hein, vous êtes dans la forêt complètement. Là, non seulement il n'est pas question de la nier ou de la faire disparaître, elle devient le sujet unique d'une certaine façon. Hein. Et non seulement ça, on pourrait dire que la forêt nous regarde. Hein. Si vous la lisez un petit peu, cette espèce de zone ici, presque comme un œil, c'est-à-dire on voit que dans les tableaux qui précèdent juste celui-là, elle mêle souvent les fameuses représentations de totems indiens et de choses comme ça avec la forêt, comme si les totems étaient le regard de la forêt. Hein. Ce qu'elle appelle une présence qui surveille, là, une espèce de présence qui surveille un peu. Alors donc, le rapport qu'elle a avec la forêt, ce n'est pas celui de la destruction, ce n'est pas celui de l'abolition, c'est au contraire une espèce de rapport d'intimité et de présence, en fait. Hein. Même, on pourrait dire, cet œil qui est à l'intérieur de l'arbre, là, est en train de nous regarder, est en train de regarder le peintre, si on veut, et crée une espèce d'intimité avec le milieu de la forêt. Hein. Et ça va être constant chez Émile Ricard, on va voir, non seulement dans la représentation des tableaux, mais aussi éventuellement dans ses écrits, dans la façon dont elle décrit l'expérience de la forêt, c'est toujours très, très différent de Harris. Hein. Dans ce tableau-là qui s'appelle Swaying, Swaying, ça veut dire quelque chose comme, se balancer ou balancement, quelque chose comme ça, qui est un tableau de 1936, il y a un détail qu'elle a retenu et qu'elle explique, enfin. Vous voyez, au premier plan, il y a comme des troncs d'arbres coupés, enfin, qui ont été donc coupés par les gens qui exploitent la forêt. Et elle décrit très bien, c'est quand vous avez un gros arbre et que vous le sciez comme ça, à un certain moment donné, vous arrêtez de couper et vous laissez tomber l'arbre. Et là, il reste des espèces de petites éclisses de bois qui sont... Et c'est ce qu'elle appelle des screamers. Hein? Les screams, le mot anglais, scream, ça veut dire crier. Alors, c'est comme... Elle dit, c'est comme si l'arbre laissait derrière lui le témoignage de la douleur qu'on lui a imposée et qui crie quand il voit enfin finalement tout le reste de l'arbre tomber. Ça serait une idée qui ne pourrait jamais venir à la tête du groupe des Sept, au contraire. Eux autres, les arbres, ça, c'est ce qui nous bouche le ciel. Il faut enlever ça. Alors, au contraire, là, on voit que très bien dans la façon dont elle décrit ça. Et elle dit même quand la forêt est très ancienne et que ces troncs d'arbres comme ça coupés sont presque pourrissants, etc., les screamers, en fait, ces petites éclisses de bois qui restent debout, sont encore là comme des tombes dressées au-dessus de la mort de ces arbres-là.
Hein? Alors là, vous avez donc une attitude envers la forêt qui est très, très différente. Et effectivement, on va retrouver aussi des thèmes comme ici, où le titre est presque un programme. Là, ça s'appelle Scorn in Timber, à mépriser comme bois de coupe, si on veut, et Beloved of the Sky, et aimé du ciel. Hein? Un tableau de 1936. Alors, vous allez me dire, oui, mais là aussi, le ciel est aussi important que dans le tableau de Harris, hein? On pourrait dire d'une certaine façon. Sauf que là, si vous remarquez, le mouvement du ciel ne va pas de haut en bas, mais au contraire, de bas en haut. C'est un mouvement ascensionnel qui part, au fond, du niveau de la Terre et qui monte tranquillement, étage par étage, comme ça, en s'en allant. Et d'ailleurs, le petit arbre qui reste là, qui n'est pas bon comme bois de coupe, évidemment, parce qu'il est trop mince et puis il n'y a pas, la taille qu'il faut, et qui est aimé du ciel, évidemment, parce qu'il est attiré vers le ciel. Alors là, au lieu d'avoir cette idée d'une espèce d'affirmation du ciel qui vient d'en haut et qui est comme une révélation qui nous tombe dessus, en fait, comme si Dieu nous parlait du ciel. Là, au contraire, on a l'impression de quelque chose qui émane du sol et qui monte comme ça tranquillement jusqu'au sommet du jour. Et sur le thème de la vie, si on veut, on pourrait en fait citer quelques tableaux. Je vous en montre quelques-uns, comme celui-ci qui s'appelle Reforestation, donc la reforestation, en fait, la reprise de la forêt, et qui effectivement oppose des petits arbres, ici au premier plan, avec les parents, là, si on veut, qui sont un peu inquiets de ce qui va leur arriver, qui sont là. Et encore, regardez encore où passe la ligne d'horizon, toujours très haut dans le tableau, au contraire de ce qu'on a chez Harris. Toujours, s'il y a quelque chose, enfin, s'il y a une importance à donner, ça va être plutôt aux arbres, au sol, puis à toute cette croissance, si on veut, qui est évoquée comme ça dans son tableau. Hein. Même thème ici, ça s'appelle le petit pin, enfin, le little pine. Alors là, c'est un de ces petits arbres-là, enfin, qui commence à grossir. Et encore là, juste un petit coin de ciel en haut, enfin, qui est réduit toujours à peu de choses, parce que, justement, son approche avec la forêt est vue de l'intérieur et pas vue comme ça, comme à l'extérieur, comme on a chez Harris. Hein. L'autre thème qui va venir aussi dans ces travaux, plus récents, si on veut, je vais enlever ça, les Harris, là, parce qu'ils me fatiguent un peu. Là. Et l'autre thème qui va venir aussi, c'est le thème du mouvement. Hein. Dans les derniers tableaux d'Emily Carl, et là aussi c'est très net dans ses écrits, elle va parler beaucoup de cette idée-là que le tableau doit incarner une idée de mouvement. Hein. Ce qu'elle veut dire par là, à la fois que la série des tableaux eux-mêmes soit comme une espèce de mouvement continu, qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'un entraîne l'autre constamment. Hein, elle avait été d'ailleurs un peu malade là, vers la fin des années 30, etc. Et il y avait donc eu une interruption. Puis quand elle a repris, évidemment, elle veut là, justement qu'il n'y ait pas de ce qu'elle appelle des gaps, là, c'est-à-dire donc des trous dans le développement. Ce qui explique d'ailleurs qu'elle va travailler des fois à l'huile, mais sur papier, des esquisses plus rapides qui vont être ensuite montées sur toile ou marouflées là, sur panneau, si on veut. Mais, et on a un peu, dans certains de ces tableaux, comme celui-ci, une idée un peu de ces esquisses rapides, là, faites avec de l'huile, mais sur papier. Et là aussi, vous avez un peu le même type de mouvement que je décrivais tout à l'heure, qui part du bas du tableau et qui remonte comme ça, alors qui devient une montagne ou le ciel. Enfin, on pourrait l'interpréter des deux façons, presque d'une façon abstraite. Hein. Et disons, des fois, le mouvement, comme dans celui-là qui s'appelle le cèdre rouge, enfin, si on veut, le mouvement est très facile à comprendre. Là, c'est un mouvement qui monte comme ça, ascensionnel, mais qu'elle décrit aussi comme doux et régulier, enfin, qui est comme une espèce de chose très puissante, mais en même temps qui est très contrôlée et qui passe comme ça à travers toute la surface picturale et qui crée aussi derrière là, une espèce d'espace, mais encore une fois, où le ciel n'est pas présent. Enfin, on est plongé à l'intérieur de cette forêt. Et ça, donc, si on regarde ça par rapport à la tradition créée par le groupe des Sept, on pourrait dire que c'est comme une révolution. C'est comme tout un autre point de vue sur la forêt. Hein? Ce n'était pas du tout évident de l'avoir comme ça. Le groupe des Sept, en fait, travaille surtout, disons, dans le nord de l'Ontario, dans des endroits qui sont très exploités par les forestiers. Enfin, on coupe le bois, on fait du papier avec ça, on prépare, en fait. Tu sais, il y a un historien d'art qui s'appelle Paul Walton,
qui a dit que dans le groupe des 7, on a une espèce de mythe extractionniste. Ce qui veut dire par là, c'est que on a une espèce de perception de la nature comme quelque chose qu'on peut exploiter, hein, dont on peut extraire des ressources. Hein, et d'où le mythe extractionniste, c'est-à-dire donc au lieu de voir de la forêt, on voit du bois, au lieu de voir des chutes d'eau, on voit de l'électricité. Enfin, on voit toute cette possibilité qui est le nord de l'Ontario et qui va devenir ça de fait. Enfin, il représente, si on veut, une nature sauvage, mais une nature qui va être domptée et qui va servir à faire de l'électricité, du papier, des mines, enfin tout ce qu'on voudra. Hein. Alors là, au contraire, vous avez, disons, un point de vue beaucoup plus écologique, qui a fait beaucoup plus proche de la nature et qui tourne le dos à toute cette idée, surtout en plus à cette idée de révélation qui vient d'en haut, etc. Tu sais, j'avais évoqué dans le temps, je pense, les idées un peu saugrenues de Vico, qui est un grand philosophe italien là, du 18e siècle, qui imaginait que la première humanité était comme ça, vivait dans les forêts, et que comment ils avaient eu la révélation du divin, c'est quand une fois quelqu'un avait pris le risque de monter dans un arbre et d'aller voir le ciel. Alors là, il avait vu tout d'un coup comment c'était grand. Alors ils sont mis à abattre la forêt pour voir Dieu, en fait, hein, pour voir la divinité. Et le tonnerre, puis tout ça, c'était la voix de Dieu qui leur parlait, qui leur faisait peur, etc. Alors, disons, expliquait les débuts de la religion par cette espèce d'abolition de la forêt et de révélation du ciel. Entre les deux choses seraient liées. D'ailleurs, on pourrait dire, le contentieux de l'Occident avec la forêt est négatif. Hein? On a toujours... La civilisation occidentale s'est développée en détruisant tout le temps. Au début, on avait nos petits villages comme ça au milieu des forêts, puis peu à peu, on a fait des routes, on a abattu de plus en plus toute cette forêt. Alors, dans l'Ouest, évidemment, de la Colombie-Britannique, surtout à l'époque où ces tableaux sont faits là, peut-être la forêt était beaucoup plus présente. Remarquez que maintenant aussi, c'est aussi exploité là-bas qu'ici. Enfin, on a un peu le même type de problème. Et là, regardez, pour terminer cette introduction, si on veut, je vous montre ce tableau-là qui illustre très, très bien cette idée de mouvement. Hein? Dancing sunlight, c'est-à-dire donc la lumière du soleil là, qui danse enfin à travers la forêt, elle suit vraiment si vous suivez la spirale qui est marquée ici, à travers toute la forêt, vous allez voir très bien, on suit la lumière et on pénètre de plus en plus profond dans le tableau. C'est ce qu'elle disait qu'elle voulait faire exactement, que le tableau tout entier soit habité par un seul mouvement qui, dit-elle, entraîne le peintre et éventuellement le spectateur. Hein? C'est-à-dire que le peintre lui-même est pris dans le mouvement qu'il veut représenter, puis évidemment, le spectateur qui est devant, il va avoir un peu la même type de réaction. Or, cette révolution, si on veut, de penser, en fait, cette attitude devant la forêt qui est si différente de celle de ses collègues de l'Est du Canada, on va la retrouver aussi à propos des thèmes indiens. Hein? C'est-à-dire qu'on va avoir aussi une espèce de révolution copernicienne de ce côté-là aussi. Ce qu'on a vu, en particulier à la fois avec Krieghoff, mais surtout avec Paul Kane, vous avez vu que l'attitude de ces peintres-là, c'était de considérer l'autre, en fait, ces gens d'autres cultures, etc., un peu de l'extérieur. Hein? Et bon, ils sont promenés à travers tout le Canada, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour prendre des notes, etc., pour nous faire des tableaux les plus réalistes possibles, mais toujours leur attitude est de l'extérieur. Et chose assez surprenante aussi, les œuvres d'art de ces peuples qu'ils visitent n'ont pas beaucoup d'importance dans la présentation de leurs tableaux. Hein. Vous vous souvenez, chez Kane, par exemple, on n'a presque pas de représentation, on n'a pas de représentation de totem, on n'a pas de représentation de sculpture, et pourtant, il est allé dans ces coins-là, il est allé jusque dans l'Ouest. Bon, il nous a fait une série de masques, puis à partir de là, vous vous souvenez, il a fait une espèce de représentation un peu fantaisiste des danses, ce qu'il appelait de medicine man dance, là, les danses des chamans, là, en fait, qu'il avait essayé de reconstituer comme ça, mais sans les avoir vus vraiment, parce que la façon dont il les présente, c'est pas possible. Et c'est à peu près tout. Hein. Alors là, au contraire, vous allez voir, chez Émile Icare, l'importance est donnée aux œuvres d'art indiennes, d'une part, comme si, au lieu de les représenter de l'extérieur, elle leur donnait à eux-mêmes la possibilité de se représenter comme ils se voient. Hein. Et ça, c'est très, très différent de l'attitude qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est là qu'on voit, quand
disons, quand on va voir ces tableaux inspirés des Indiens, l'importance qu'elle attache justement aux œuvres, comme par exemple les totems qui sont devant les maisons, etc., et ici le grand canot qui est en avant, les maisons elles-mêmes, puis les petits personnages qui sont là, en fait, de temps en temps, l'importance qu'elle attache aux œuvres des Indiens, ça, c'est nouveau, et ça, il faut le voir un peu dans le contexte que je vous décris. Les premières approches des œuvres d'art indiennes, comment ça a été perçu au début? Bon, nos jésuites, nos missionnaires, eux autres, ils appellent ça des grotesques. Hein? Les Français qui arrivent ici, là, ils voient des sculptures faites par les Indiens. Pour eux autres, ça, c'est des marmousets et des grotesques. Alors, ça veut dire que c'est rien, ça ne vaut même pas la peine de s'en occuper. Hein? Alors, ou des fois, il y en a un brillant là, qui dit « Nous trouvâmes une idole sur le bord de l'eau, nous la roulâmes dans l'eau. » Alors, tu sais, ça a réglé le problème, évidemment. Nous la roulâmes dans l'eau. Bon, alors là, on vient de perdre un chef-d'œuvre qui est allé. Bon, là, ça, c'est pas très brillant. Mais au 19e siècle, on commence à parler de curios. Hein? Les Anglais appellent ça des curios. C'est-à-dire, c'est un mot difficile à traduire un peu. C'est comme curiosité, évidemment, mais à la fois dans le sens qu'on l'employait à la Renaissance, là, tout ce qui était un peu, disons, hors Occident d'abord. Tout ça, c'est curieux, c'est étrange, hein? D'une part. Et tout ce qui est hors nature aussi, la fascination pour les monstres, pour les déformités, etc. Bon, tout ça, c'est de la curiosité aussi. Hein? C'est des choses curieuses. Alors là, on va voir à la fois des marchands russes, par exemple, et des marchands anglais qui vont se mettre à collectionner des œuvres, ce qu'on appelle, nous, des œuvres d'art, mais qu'eux perçoivent plutôt comme des objets exotiques, hein? Un peu étranges, un peu merveilleux, et qu'on va rapporter, et qui vont aboutir d'ailleurs plutôt dans les collections d'ethnographie que dans les musées d'art au début. Hein? Ça va être le début de l'anthropologie, on va commencer à s'intéresser à ces manifestations-là, et on va vouloir les attirer vers les musées d'ethnographie. Et aussi, les choses qui reviennent tout le temps, ce qu'on cherche tout le temps à collectionner, c'est les choses qui je pourrais dire, qui marquent plus les différences presque physiques entre les Indiens et nous, et les Européens. Hein? Et vous vous souvenez, chez Kane, on avait, je pense avoir montré une femme comme ça, à tête déformée. Il y a deux thèmes qui reviennent tout le temps, à la fois dans la littérature de voyage de l'époque, au 19e siècle, et éventuellement dans les tableaux, comme les tableaux de Kane. C'est, d'une part, dans le sud, l'idée des flatheads, là, des gens qui s'aplatissent le crâne, comme vous voyez à droite. En fait, je pense que ce n'est pas celle-là que je vous montrais l'autre fois, mais en tout cas, il y en a fait toute une série, parce que ça, c'est formidable, ça, il y a une demande pour ça. Hein? Les gens veulent avoir ça. Là, au moins, les différences sont claires. Hein? Les autres en tête plate, nous autres, on l'a ronde. Hein? Des choses comme ça. C'est-à-dire cette espèce d'idée de différence raciale entre les deux groupes. Et l'autre coutume qui était représentée énormément aussi, c'est le port de ce qu'on appelle le labret. Alors, c'est ça qui est représenté ici à gauche. Le labret, c'est une espèce de petit disque, si on veut, que les femmes du nord de la côte ouest là, portent dans la lèvre inférieure et qui fait que la lèvre a l'air un peu avancée. Et le titre que Kane a donné au tableau qui est à gauche, ici, qui est à votre gauche, là, c'est, vous allez voir, tous les Canadiens français vont savoir ce que c'est. Il a appelé ça « a babine woman ». Hein? Alors, ça, évidemment, quand je donnerai le cours en anglais, je vais être obligé d'expliquer un peu ce que c'est qu'une babine, parce que personne ne va savoir. Mais, en tout cas, on voit, c'est probablement des voyageurs canadiens-français qui ont appelé ces gens-là comme ça. C'est évidemment pas... Alors, ces deux coutumes-là, à la fois d'aplatir le crâne d'une part et d'autre part de porter des labrets comme ça, c'est ce qui est représenté tout le temps, parce qu'au fond, l'attitude qu'on a devant ces peuples-là est une attitude finalement assez raciste, c'est-à-dire sur laquelle on insiste beaucoup sur les différences physiques avec l'autre groupe. Hein? À la fois, on pourrait dire peut-être l'Occident a un peu peur de retourner à la sauvagerie. Hein? Ils font tout pour se distinguer du sauvage. Hein? Il y a souvent, quand vous êtes si mauvais comme ça sur l'autre, là, c'est parce que c'est en vous un peu, hein, et que vous avez peur que ça vous arrive à vous. Comme par exemple, j'avais trouvé une citation là, qui était très claire là-dessus. C'était un bonhomme qui disait « Il est plus facile pour les Occidentaux de retomber dans la sauvagerie que pour les sauvages de devenir civilisés. » Hein? Alors là,
Donc, marquons bien les différences. Et là, il y a un type d'artefact qui va être collectionné en particulier, c'est les masques qui représentent des femmes avec des labrets. Hein? Et évidemment, les Indiens vont comprendre ça vite, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, puis ils vont en faire tant qu'on va vouloir. Alors, on en trouve dans tous les musées. Dans tous les musées ethnographiques. Puis, alors, c'est toujours les gens s'inquiètent. Ben, comment est-ce qu'ils faisaient ça? À la naissance? Non, pas à la naissance, à la puberté. Bon, en tout cas, on a toutes sortes de littérature, en fait, sur cette espèce de coutume. Et j'ai trouvé une seule citation qui me paraissait avoir un peu plus de bon sens. C'est un type qui s'appelle Alexander Ross, qui, à propos des flatheads, il dit, ça me fait penser un petit peu, il dit, au port du corset chez nos femmes. Donc, il fait le rapport avec, au 19e siècle, évidemment, ces pauvres dames qu'on constreignait complètement là, pour avoir des tailles de guêpes, là, mais au sens strict. Hein, ça finissait comme, juste autour de la colonne vertébrale. Là, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, de toute façon, alors là, il fait la comparaison avec ça, puis il conclut, il dit « All nations, civilized as well as savage, have their peculiar prejudices. » Toutes les nations, aussi bien le sauvage que civilisé, ont leurs propres préjugés. Mais ça, c'est rare. Ça. Habituellement, au contraire, ce qu'on veut, c'est de marquer bien ces différences-là. Alors donc, on voit au départ, c'est ça. Hein? Donc, ce n'est pas considéré comme des œuvres d'art, c'est considéré comme des témoignages de la bizarrerie ou de l'étrangeté de ces gens-là. Hein? Et donc, l'œuvre d'art qui pourrait être une espèce de preuve qu'on a affaire, au contraire, des gens qui ont une culture, qui ont quelque chose, n'est pas du tout considéré comme tel. C'est au contraire comme une espèce de preuve de leur étrangeté, de la différence avec nous. Et d'ailleurs, souvent, les œuvres d'art elles-mêmes sont jugées dans les textes du temps avec des mots comme hideux, obscène aussi, ou quand c'est sexuel un peu, etc. Alors, c'est tout de suite rejeté. Et quel contraste avec ce que va déclarer Émilie Card, je vous cite juste un petit passage. Elle dit « L'art indien a broadened », ça veut dire, donc, a ouvert ma perspective, m'a changé les idées. Elle dit « Je revenais, j'étais trop serré dans ce que j'avais appris à la fois en Angleterre et en France. Puis là, elle dit « J'étais confronté avec un art fort, puissant, qui n'a pas du tout ces espèces de complexes là, que ce que j'avais appris. » Mais elle dit, évidemment, moi, je suis né ici au Canada, donc je partage avec eux le même type de paysage, etc. Mais d'un autre côté, j'ai aussi une hérédité qui vient des vieux pays, qui vient de mon éducation. Et donc, il a fallu que ces œuvres d'art-là m'ont libéré. Alors là, on est dans tout un autre monde. Hein? Et au fond, on est exactement contemporain, si on veut, de la découverte aussi de l'art qu'on a appelé l'art primitif, là, du côté en Europe. Hein? Comme par exemple, bon, je vais illustrer ça juste par ces deux œuvres-là, juste parce que vous êtes familier avec ça un petit peu. Alors là, c'est aussi le début, dans l'art moderne, si on veut, d'une ouverture aux manifestations, mais d'une ouverture d'ordre esthétique, hein, aux manifestations d'art des autres peuples. Hein? Saviez-vous que John Ruskin, tu sais, le fameux écrivain, le critique du 19e siècle, a écrit qu'il n'y a d'art authentique dans l'Antiquité qu'en Occident. Vous n'en trouverez ni en Amérique, ni en Asie, ni en Afrique. C'est incroyable qu'on a pu écrire une chose telle. Alors qu'évidemment, avec tout d'un coup le début du siècle et l'intérêt, par exemple, là c'est le portrait de Mme Matisse, ici que vous avez à gauche, et si vous regardez l'allure du visage, ça fait penser un peu au masque, et en particulier à ce masque Fang en particulier ici, parce qu'il était... On sait qu'il a été vu par Matisse. D'abord, il a été entre les mains de Vlaminck, qui est passé ensuite chez Derain. C'est Derain qui l'a acheté de Vlaminck, et finalement, Matisse l'a vu là. Alors donc, là, on a vraiment... Tu sais, c'est pas n'importe quel masque Fang là, que je mets en parallèle. C'est vraiment un qui a été compris, aimé et par Picasso, par tout ce monde-là. À ce moment-là, il découvre ces choses-là. Matisse, d'ailleurs, raconte qu'il passait devant une espèce de boutique là, qui s'appelait Au Vieux Rouet, et lui qui appelait chez le Père Sauvage, là, parce que c'était un vieux bonhomme qui vendait toutes sortes de curios, comme ça, effectivement. Et là, il commence à voir, il commence à réagir à l'aspect plus esthétique de ces œuvres-là. Et c'est Meyer Shapiro, un grand historien d'art américain, qui a dit ça. Il a dit, avec l'art moderne, comme on attache de plus en plus d'importance aux valeurs formelles de l'œuvre, c'est-à-dire à la couleur, à la forme, au mouvement, au rythme, etc., on commence à s'ouvrir tout d'un coup à toutes sortes de manifestations
au niveau formel. On n'a pas besoin de savoir le contenu, toutes les histoires qui sont derrière pour apprécier ces œuvres-là. Hein. Alors, il se crée à ce moment-là une espèce de fraternité à travers le monde, sur cette base formelle, si on veut, qui est extraordinaire et qui fait qu'éventuellement, même les dessins d'enfants vont devenir intéressants, le dessin aussi des malades mentaux, tout l'art archaïque ou tout l'art dit primitif, etc., tout ça va devenir en dialogue avec nous. Hein. Alors donc, Émile Carr, d'une certaine façon, pourrait être l'équivalent de ça ici au Canada, enfin par rapport à ce grand mouvement qui est tout à fait lié, disons, à l'éveil de l'art moderne. Évidemment, maintenant, on discute ça plus parce qu'on se dit, qu'est-ce que des gens comme Picasso ou d'autres comprenaient vraiment de toutes ces œuvres-là? C'était pas grand-chose. Mais ils avaient au moins cette ouverture esthétique, hein, enfin, qui n'existait pas du tout avant. Hein, les bonhommes qui collectionnaient des curios ou qui appelaient ça des fois des toys, c'est-à-dire des jouets, hein, parce que c'était des représentations miniatures des fois, eux, ils n'avaient aucune idée, en fait, de la valeur esthétique de ça. Alors, bien sûr que plus tard, on va leur reprocher un peu d'avoir été un peu comme des prédateurs par rapport à toutes ces œuvres-là, puisqu'ils ont fait entrer en Occident beaucoup, ils ont acheté pour vil prix souvent, mais au moins, il y avait une espèce d'ouverture esthétique et on va retrouver ça, évidemment, chez Émile Carr. Ça ne se fera pas, disons, immédiatement et comme par miracle. Ses tout premiers contacts avec les Indiens, elle en a parlé d'ailleurs, vous savez qu'elle écrit magnifiquement, hein, les livres d'Émile Carr sont vraiment intéressants à lire, sont bien écrits en plus. C'est quelqu'un qui a un beau style et qui écrit très bien. Alors, elle décrit très bien comment ses premiers contacts sont faits avec le monde indien. Alors, ça commence avec une histoire de missionnaire, plus ou moins, en fait, donc c'est pas très étonnant, puisque comment une jeune fille comme elle pouvait espérer même aller se promener dans des villages de ce type-là, là, comme à Auclouellette, c'est un dessin qu'elle a fait, c'est grâce à des contacts. Enfin, sa sœur Lizzie était amie avec une Madame Armstrong qui est une presbytérienne et qui vivait dans ce petit village de Clouette pour convertir les Indiens au christianisme. Tâche qui tombait mal parce que les gars avaient bien des problèmes, autres que de s'occuper des bonnes femmes qui leur proposaient de la religion. Là. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un peu ça le contexte dans lequel elle vient. Elle raconte donc qu'elle prend un bateau, elle se rend là, puis tout ça. Elle arrange un peu les choses. Elle parle qu'elle avait 15-16 ans alors qu'elle en avait 28, donc ça, c'est vraiment se rajeunir un peu. Et elle dit qu'elle est seule alors qu'elle était avec sa sœur, etc. Mais enfin, ça, c'est des libertés que les auteurs peuvent prendre. Et là, donc, elle aboutit dans un de ces villages avec probablement ce qu'on voit donc en arrière ici, là, c'est probablement cette espèce de maison de mission là, dans laquelle les missionnaires pouvaient faire des réunions puis essayer de convaincre les gens. Auclouellette, donc, c'est une petite communauté qui habite. Il faut imaginer, vous avez la ville de Victoria sur l'île de Vancouver, et donc vous remontez le côté du Pacifique là, de l'île de Vancouver, vous allez donc, et vous remontez comme ça le long de la côte ouest et vous aboutissez tout d'un coup dans des sortes de fjords et de petits inlets comme ça, vous aboutissez à un de ces petits villages-là. Les Auclouellette, c'était divisé en deux parties. Ils avaient donc la mission dans une, puis ils étaient organisés comme ça. Les conditions de vie, au moment où Émile Carr les visite, sont très mauvaises pour les Indiens. Ils vivent la chasse aux phoques, mais c'est pas contrôlé du tout à l'époque. Et donc, plus ça va, moins il y a d'animaux, et donc plus ça devient difficile. Et en plus, il y a des problèmes d'alcoolisme, il y a des problèmes de jeu, etc. Enfin, donc, vraiment, le travail missionnaire est à peu près nul, il est impossible à faire là-dedans. D'ailleurs, Mme Armstrong va finir par quitter Auclouellette, elle ne restera pas là. Et donc, le milieu est certainement très dur et très difficile. Mais à lire Émile Carr, on n'a pas l'impression de ça. Au contraire, elle nous raconte que c'est là qu'elle a eu son nom indien, enfin, c'est le titre de son livre, le Clewick, hein? Clewek, qui veut dire celle qui sourit, celle qui rit à propos de tout et de rien, parce que d'une certaine façon, elle n'avait pas beaucoup de moyens de communiquer avec ces gens-là. Elle ne connaissait pas leur langue. Hein? Et là, elle essayait de dessiner ou de peindre leur village, etc. Et quand les gens lui parlaient, elle souriait, enfin, elle avait d'autres choses. Elle dit qu'elle n'était pas comme les autres, long-face missionary. Hein? Alors, c'est une face longue de missionnaire, peut-être que ça a été apprécié. Ils ont vu un espèce de contraste là-dedans.
Hein. Bon, en tout cas, donc elle se tient grâce à ça, elle voit un peu. Et évidemment, on pourrait dire que la première approche qu'elle fait est un peu classique. En fait, c'est celle qu'on attendrait de quelqu'un de l'extérieur, justement, qui regarde des maisons étranges, enfin, une espèce de canot au premier plan, un petit enfant qui occupe le premier plan et qui peint ça de l'extérieur. Un peu par la force des choses, puis parce qu'elle ne peut pas voir beaucoup autrement. Et vous voyez, donc, il n'y a pas non plus de totem ou d'œuvre d'art particulière là, dans ce dessin-là. Elle va faire aussi éventuellement une représentation un peu plus étrange ici avec les maisons. Hein. Ce sont des maisons communes, évidemment, dans lesquelles plusieurs familles peuvent partager le même feu, etc. Alors, elle raconte aussi qu'au début, elle allait frapper à la porte comme ça, puis elle attendait qu'on lui ouvre. Apparemment, dans ces maisons-là, on peut rentrer, puisque c'est des maisons communes. Hein. Il n'y a pas besoin de frapper, c'est à tout le monde, alors on peut rentrer. Alors, donc, elle apprend peu à peu. Elle raconte tout ça un peu en détail, comment aussi, à un moment donné, elle a choqué des vieilles personnes. Alors là, elle répète, ce qui, à mon sens, est une espèce de légende, là, que les vieux n'aiment pas se faire portraiturer parce que c'est comme si on leur enlevait leur âme. Hein. Elle répète ça. C'est la missionnaire qui lui explique ça, d'ailleurs. Et comme c'est la missionnaire qui l'explique, je soupçonne justement que c'est filtré. Hein. C'est une idée qu'on a qui est, comme je vous disais, je pense la dernière fois, c'est une idée occidentale. Ça, c'est Pygmalion. Hein. C'est l'idée que les images parlent et des choses comme ça. Alors, donc, on leur attribue ça donc généreusement. Mais elle explique de cette façon-là la raison pour laquelle elle a beaucoup d'enfants dans ces dessins-là de la première période. Ce qu'on voit, les petits personnages qu'on voit habituellement, c'est les enfants. C'est comme si elle évitait, évidemment, de représenter les adultes parce que ça les choque ou qu'elle ne veut pas leur déplaire. Hein. Et ça, déjà, c'est assez sympathique, mais c'est quand même, comme je vous dis, une espèce de vue de l'extérieur. Hein. Bon, après, elle part étudier, elle a tout ça, elle revient dans cette région, enfin, elle va se réoccuper des Indiens pas mal plus tard, disons en 1907, et là, le voyage va l'amener au contraire beaucoup plus loin. Hein. Et je vous mets, je pense que tu mis ça en parallèle? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une photo d'un endroit qui s'appelle Skagway. Alors ça, pour imaginer un peu où c'est, imaginez la côte de la Colombie-Britannique jusqu'en Alaska. Hein? Alors vous remontez toute la côte, puis là vous aboutissez dans ce qui va être, ce qui était à l'époque Alaska, et il y a des îles et des pointes là, qui s'avancent dans ce coin-là, et une de ces îles-là qui s'appelle Sitka. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi, c'est un mot russe, hein? Ça veut dire que donc au 19e siècle, et même un peu avant, au 17e déjà, vous avez une présence russe dans cette région-là. Hein? Et vous savez que l'Alaska a été vendu aux États-Unis par les Russes. Hein? Alors, quand, évidemment, Émile Carr visite l'Alaska, Skagway, puis tous ces endroits-là, le deal est déjà fait. Enfin, la vente est déjà faite. C'est fait en 1867 ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que les Russes étaient là avant. Et pourquoi ils étaient là? À cause du commerce de la fourrure. Ils ont beaucoup exploité les loutres, des choses comme ça. Et aussi, ils ont acheté, ou en fait collectionné, des œuvres d'art qui ont abouti à Saint-Pétersbourg. Ils ont une excellente collection d'œuvres anciennes faites par les Tlingit ou en fait les Haïda, en fait tous les gens de ce coin-là. Hein. Alors là, il y avait ça qui pouvait être intéressant, qu'on pouvait aller voir. Et aussi, là, elle se met à se promener autour de Skagway. Et là, on avait organisé une espèce de parc, si on veut, qui s'appelait le Totem Walk, hein, la marche du totem, si on veut. Alors là, c'est vraiment, on joue sur la correspondance entre la forêt et les totems. Et là, au lieu de prendre les totems Tlingit de Sitka, on a acheté des totems de Haïda qui venaient de loin, puis on les a mis là. Alors, c'était un peu ridicule, en fait, mais évidemment, là-dessus, disons, Émile Carr n'a aucune idée de ça, mais elle a tout d'un coup l'espèce de révélation de l'intérêt de ces œuvres d'art-là. Peut-être à cause du thème de la forêt, etc., en fait, de la façon dont c'est présenté. Et ce que je vous mets à droite, c'est une aquarelle faite à Skagway. Ça s'appelle comme ça, Totem Walk. En fait, c'est vraiment inspiré du même endroit. Pas de la photo, mais de l'endroit lui-même. Et dans lequel elle a mis alors un de ces totems là, tout bariolé, repeint de frais, là, avec de la bonne peinture, là, etc., comme on faisait à l'époque. Hein. Et elle date de ce voyage-là, en 1907, son désir
de peindre le plus possible des sculptures ou des restes sculptés des Indiens de la côte ouest. Hein. C'est vraiment là qu'elle a la piqûre. Et là, au contraire, il ne s'agit plus de représenter les choses de l'extérieur, mais là, il s'agit de représenter leur art. Hein. Et d'ailleurs, elle le dit de façon très, très explicite, « The Indian people and their art hein. ». Le peuple indien et leur art. Hein. Touch me deeply, hein, m'ont vraiment touché à ce moment-là. Et là, on voit vraiment que là, l'art va devenir la façon de s'exprimer. Et comme je vous dis, ce qu'elle va faire, au fond, c'est de donner aux Indiens eux-mêmes la possibilité d'exprimer leur façon de voir le monde. Hein. Au lieu d'être, elle, de l'extérieur, là, comme dans le dessin précédent, en train de représenter un peu comme Kane ou Krieghoff l'aurait fait, là, elle va, au contraire, donner la place centrale à leur façon, à eux, de se représenter. Et là, ensuite, disons qu'il va y avoir des petits voyages là, qui vont se faire où elle va représenter des écoles indiennes, etc. En fait, ça, c'est vraiment pas très important. Mais en tout cas, disons, en revenant ensuite de ce long voyage là, qui l'a amené jusqu'en Alaska, chaque année, elle va se faire un devoir d'aller autour de Vancouver, là, visiter les communautés indiennes, etc., pour essayer de représenter un peu leur vie. Hein. Comme par exemple ici, dans cette Indian School, en fait, donc l'école indienne, à Lytton, en Colombie-Britannique, a fait un tableau qu'elle a fait en 1910. Le voyage qui va être plus important ensuite, c'est le voyage qu'elle va faire en 1912, où elle va s'arrêter à Allard Bay. Alors là, juste pour vous situer géographiquement, il faut imaginer donc l'île de Vancouver, mais là, cette fois-ci, on ne regarde plus le Pacifique, on regarde dans l'autre sens. On regarde vers la côte, si on veut. Et là, entre l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique, vous avez toutes sortes de détroits, puis beaucoup d'îles, etc. Et si vous allez vers le nord de l'île, vous êtes en territoire Kwakiutl, hein, qui est une des grandes nations qui sont très, très importantes au point de vue de la sculpture, etc., en fait, qui sont logées là. Allard Bay, Allard, A-L-E-R-T, Allard Bay, où elle va s'arrêter, où elle va faire en particulier ce tableau-là, où vous voyez un peu, enfin, c'est une vue du village avec les canaux au premier plan. C'est un endroit qui est relativement récent, ça a été fondé en 1870, mais qui est devenu comme une espèce de centre culturel important pour les Kwakiutl. Hein, alors donc, ils vont vraiment là, faire beaucoup de sculptures et beaucoup d'interventions à travers tout de maisons, etc. Ils vont s'installer comme il faut dans ce coin-là, et ça existe toujours d'ailleurs. Ils sont sur une île qui s'appelle le Cormorant Island, là, et ils sont entre, si vous voulez, l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique, là, parmi toutes ces choses-là. Malheureusement, je n'ai pas de photo couleur de ça, mais en fait, ça vous donne une idée un peu de ce que c'est. Et là, on voit, justement, au premier plan, on a ces fameux, on a 3 canaux, là, des canaux de guerre qui sont énormes. Là aussi, en fait, des fois, avec les collections, on ne trouve pas toujours exactement ce qu'il faut. Ça, c'est un autre type de canot. En fait, c'est un modèle réduit. Hein. C'est comme si on faisait... voulait donner une idée de ce que c'est, alors on le fait long comme ça, mais puis ensuite aussi, ça se vend aux touristes éventuellement. En tout cas, disons, ça, c'est des œuvres d'art plus récentes. Mais ce que Émilie Carr avait vu, donc, c'est vraiment des canots plus anciens, là, puis qui étaient efficaces, et qui servent éventuellement à la guerre. Hein. C'est des pirogues de guerre. Et je me rappelle d'avoir vu, je pense que c'est au Musée de la Civilisation à Hull, ils présentent à un moment donné, un petit film qui a été pris à peu près à cette époque-là, et dans lequel on voit toute une bande d'Indiens là, qui sont dans le canot, mais qui avancent sur la mer. Et il y en a un au premier plan qui est tout couvert de plumes comme ça, puis qui a l'air, puis il a une tête d'aigle, puis il bat des ailes comme ça. Ça devait être très impressionnant. Ça, c'est de la guerre psychologique. Hein? Vous avancez avec un canot comme ça, vous avez un bonhomme qui a l'air d'un aigle, puis qui fait ça comme ça. Les autres sont là, qui rament derrière. Alors, pour des canots de guerre, ça devait être très efficace, ça. Alors là, c'est paisible, ils sont là, ils ont laissé là. Et là, vous avez ensuite, alors c'est peut-être difficile un peu à voir, mais vous avez des sculptures qui sont ici, et certaines de ces sculptures-là, oui, là, ça c'est les... Oui, je vais revenir là-dessus, je voulais vous montrer la sculpture, je vais revenir dessus. Ça, c'est la sculpture, c'est ce qui en reste, en fait, d'une des sculptures qui est présentée ici, à Allard Bay aujourd'hui. Hein? Alors, on voit, c'est un oiseau tonnerre qui est ici, et qui est sur la tête d'un ours grizzly. Hein. Et souvent, les sculptures, ils sont liés à des légendes, à des mythes.
Hein? Et le mythe auquel on fait allusion ici, c'est l'idée d'un homme qui était très découragé, qui voulait construire une belle maison pour sa famille et qui s'assoit comme ça, puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui arrive près de lui, puis qui dit « Je peux vous aider ». Et alors, l'oiseau, évidemment, c'est l'oiseau tonnerre qui transporte tous les billots pour la maison, puis qui la construit pour lui, et qui en fait, à la fin, toujours dans les mythes, il enlève sa tête d'oiseau, puis ça révèle comme un personnage humain. Hein? Ils sont toujours comme ça. Ce que le grizzly vient faire là, c'est que quand l'oiseau est parti, il a dit « Qui va garder ma maison? » Hein? Alors, le grizzly, évidemment, est un animal dangereux, et alors donc il devient le gardien aussi de la maison. Et c'est pour ça qu'il met deux, si vous voyez, enfin, vous en avez deux de chaque côté, comme ça ici. Puis ensuite, tout le reste, on a des totems. Alors, je reviens sur ce que j'ai montré trop vite. C'est, par exemple, ça, c'est le tableau qu'on a ici, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et qui est inspiré. Alors, ce qui est arrivé, elle a fait des aquarelles sur place, et ensuite, en studio, à Vancouver ou à Victoria, elle a fait des tableaux. Hein? Mais avant le tableau de 1912, hein, et entre les premières aquarelles et le tableau, il y a eu un voyage qui s'est fait en France. Hein. Et c'est là qu'évidemment, elle a été influencée par la peinture fauve, tu sais, un peu ce que... En 1912, évidemment, il y a déjà presque des cubistes, etc. Enfin, donc, il y avait beaucoup de ces mouvements-là qu'elle pouvait avoir là-bas. Et on voit tout de suite, en fait, le coloris des tableaux change. C'est beaucoup plus violent, c'est peint de façon beaucoup plus directe. Et éventuellement aussi, doit prendre la liberté, par exemple, de changer l'orientation du canot ici. Tu sais, on trouve, par contre, notre même village ici à l'arrière-plan. Et là aussi, ici, vous aviez une espèce d'oiseau en poupe. Et là, au contraire, on a un autre symbole qui, on pourrait interpréter comme un loup. C'est-à-dire que le loup, dans l'iconographie des Kwakiutl, il est souvent représenté comme ça, avec beaucoup de dents. Hein, puis le nez retroussé, enfin, bon, imaginez un loup qui n'est pas content, là, il va vous montrer ses dents, puis il va retrousser le nez aussi. Alors, ça, pour un canot de guerre, évidemment, c'est un thème qui est important, qui fait du sens aussi. Hein. Et l'autre, au contraire, est beaucoup plus proche de ce qu'on a fait ici, sauf que là, elle a pris des libertés avec l'arrière-plan, mais on voit qu'elle s'est inspirée des trois canots. Il y en a trois, hein. Il y en a un qui est ici derrière, qu'on ne voit pas beaucoup, là, mais qui sont partis. Alors, avec à la fois des aquarelles faites dans un premier temps, et les tableaux faits en studio, elle fait toute une série d'interprétations, en fait, de ces œuvres-là. Au fond, encore là, l'insistance devient de plus en plus sur des artefacts, hein, sur les choses faites par les Indiens, plutôt que par les personnages ou le paysage. Hein. Et donc, cette chose-là. Après... Je voulais vous montrer ce tableau-là ici, qui est fait à un autre endroit, en fait, qui n'est pas à Allard Bay, mais qui est tout près. C'est une espèce de maison aussi, Kwakiutl, qui a été, qui est basée à la fois sur des aquarelles et éventuellement aussi, en fait, qui aboutit comme ça dans une œuvre d'art, et qui est probablement là, une maison de chef, une maison importante, parce qu'à cause du décor qui est là, ça ne peut pas faire autrement. Regardez, au sommet de la maison, ici, elle a représenté une espèce d'animal mythique qu'on retrouve ici au cimetière d'Allard Bay, qui s'appelle une sisiult. Alors, le sisiult, il faut imaginer un serpent avec deux têtes à chaque bout et une tête humaine au milieu. Et la tête humaine est en général surmontée de cornes. Là, il y en a une qui a tombé, là, ici, là-dessus. Et par contre, les deux têtes de serpent à chaque bout, les autres ont leurs cornes aussi. Et c'est un animal mythique, évidemment. Un animal à trois têtes, là, ça, on ne trouve pas ça beaucoup dans la nature. Et là, il est très dangereux, ça se sert. Alors, il paraît que son sang pétrifie tout ce qui touche. Alors, si vous essayez de l'abattre, et que vous recevez une goutte de sang, vous allez tourner en pierre. Et il est souvent accompagné aussi sur les canaux pour la chasse, pour la guerre, etc., parce que c'est un animal dangereux. Et on le retrouve éventuellement aussi dans des œuvres d'art plus simples, comme des bâtons de chaman, comme ici. Vous voyez, regarde, on a les deux têtes à chaque bout et une tête humaine au centre. Alors ça, au contraire, c'est fait en ivoire, c'est un petit objet que des chamans utilisent. Alors ça... Donc, dans cette maison-là, elle a voulu représenter cet élément du décor très, très important. Par ailleurs, vous avez trois personnages superposés de chaque côté de la porte ici. Les personnages qui sont en haut, on va les revoir plus loin, c'est des Tsonokuwa. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est plus loin, parce qu'elle en a fait une espèce de vue particulière. Mais en dessous, ici, vous avez des personnages qui tiennent, enfin ces deux-là ici, qui tiennent sur leur poitrine ce qu'on appelle des cuivres. Hein? Et je vous en montre un pour voir un peu ce que c'est. C'est fait en cuivre,
en métal. Hein. Et c'est des symboles de la richesse du chef qui habite cette maison-là. Hein. Et comment on établit cette richesse-là? C'est par la cérémonie du potlatch. Hein. Le potlatch consiste en une espèce de compétition de richesse, hein, qui est une façon formidable de régler des problèmes. Au lieu de se battre, au lieu de faire la guerre, on fait des concours de richesse. À qui impressionnera plus le voisin? Hein? Alors, on l'invite à une fête, on le bourre tant qu'on peut, il en peut plus, il a quoi manger comme il n'a jamais vu dans sa vie, et on le bourre de cadeaux aussi. On brûle devant lui, on casse des objets devant lui, etc., pour montrer comment est-ce qu'on est riche, qu'on est au-dessus de nos affaires. Et là, éventuellement, le chef qui avait un cuir chez lui, bien, il dit « Non, tu es plus riche que moi », puis il lui donne à l'autre. Hein. C'est des sociétés qui établissaient donc leur hiérarchie, non pas en termes de classe, enfin comme les sociétés occidentales, mais en termes de rang. Hein. Alors, vous pouviez comme ça, avec la cérémonie des potlatches, parce que, évidemment, vous receviez une fois le voisin, et là, vous deveniez très pauvre parce que vous lui donnez tellement de choses que vous n'avez plus rien. Alors, lui, après, il vous reçoit. Évidemment, lui est devenu riche, puis il vous reçoit. Alors, donc, la richesse, comme ça, se distribue d'un groupe à l'autre, toujours avec cette espèce de compétition entre les groupes, et aussi, d'une certaine façon, un diffuseur de la guerre. C'est-à-dire, au lieu de vous battre, vous faites des réceptions à tout casser. Enfin, on devrait essayer ça, peut-être, dans le Moyen-Orient. Je ne sais pas si ça marcherait, mais en tout cas, il me semble que ça pourrait être une façon de régler quelques conflits. Alors là, et là, on obtient donc de cette façon-là un rang. Hein. Évidemment, alors là, c'est pour ça que ce chef-là, donc sur la façade de sa maison, place deux personnages qui tiennent des cuivres, parce que pour montrer comment est-ce qu'il est riche et puissant, comment est-ce qu'il est fort, d'ailleurs même le style de la maison, sa beauté, etc., qui a attiré l'attention des militaires, c'est évident qu'elle a trouvé celle-là plus intéressante que d'autres. Alors, tout ça, enfin, respire d'une certaine façon le triomphe et la richesse. Hein. La cérémonie du potlatch a été, à un moment donné, hors la loi au Canada. Ça a été complètement défendu parce que, d'abord, les missionnaires racontent ça. Ils ont dit que c'est des excès, ça appauvrit les gens, etc. Bon, on n'aimait pas ça. Ensuite, évidemment, il y avait des excès bibitifs aussi. Hein, quand vous recevez les autres, vous ne leur donnez pas juste de l'eau. Hein. Alors là, il y avait toutes sortes de choses. Alors, les missionnaires racontent ça. Et les gouvernements aussi ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Ils trouvaient ça. Alors, ils ont interdit. Hein. Alors là, on voit dans les journaux de l'époque, on a à la fois des descentes de la police, le RCMP, qui va arrêter des potlatches quand il y en a qui sont illégaux, et aussi des anthropologues de temps en temps, comme Marius Barbeau ou d'autres, qui essayent de défendre ces coutumes-là. Et effectivement, c'est important parce qu'en arrêtant les potlatches, vous arrêtiez la possibilité pour les différents groupes de pouvoir savoir où ils se situaient. Hein, ou quel était leur rang. Et donc, au fond, ce que leur enlevait, c'était pas tellement le potlatch, c'était leur histoire. Hein, c'était la possibilité de se souvenir de qui avait fait quoi, etc. Tout ça est en train de s'effacer. Et ça a été, l'interdiction a commencé sous MacDonald, et ça a été rétabli uniquement en 1951. Hein, c'est-à-dire, donc, ça a duré très longtemps, si bien que les potlatches décrits dans Emily Carr sont tous illégaux. Hein. Et quand elle dit « it was grand », elle aurait pu finir en prison. Tu sais. Alors, l'autre chose qui est moins agréable de tout ça, c'est que les objets qui étaient saisis par la police étaient envoyés au Musée de l'Homme à Ottawa. Hein? Alors là, une partie des collections, c'était un peu embêtant, ça. C'est tout là. Et là, évidemment, vous avez des revivals maintenant très forts sur la côte ouest, des groupes indiens qui réclament leurs chefs-d'œuvre, etc., qui veulent avoir leurs affaires, et qui disent « ça nous a été enlevé, au fond, illégalement, d'une certaine façon. En tout cas, c'était une loi inique, si on veut. On voudrait les revoir. Alors, il y a les musées sont dans l'eau chaude avec cette histoire-là. Parce que c'était la chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bazars-là? Hey, quand c'est pas ça, nous autres, on ramasse ça. Alors, on s'en va avec ça. On envoie ça au musée d'Ottawa. Donc, ça a été... Ce que vous voyez au musée de la civilisation, ce n'est qu'un fragment des collections. Hein. Je sais pas, ça, c'est une chose à faire une fois dans sa vie, c'est d'aller visiter pas les caves, là, parce que c'est pas au même endroit, mais les entrepôts du musée. C'est énorme. Là, tu vois les mêmes objets, enfin, des 50 fois. C'est assez pénible, en fait, tout ça. Et alors là, donc, vous auriez donc une allusion à toute cette culture-là qu'elle essaie
de comprendre et de représenter, en fait, dans ces tableaux. Hein. Vous remarquez toujours l'important, c'est attaché aux œuvres. Hein, plutôt, il y a des petits personnages, mais ils ne sont pas très importants. Alors que c'est le contraire chez Kane. Hein. C'est toujours les personnages sont importants, et le décor, ben, c'est quelques tentes ou des choses comme ça, là, qui sont, mais jamais avec la même insistance. Hein. Le reste, alors là, on peut toujours suivre les voyages essentiellement, si vous voulez résumer, vous avez un voyage en 1907-8, là, où elle va jusqu'en Alaska. Ensuite, donc, elle se promène un peu autour de Vancouver, etc. Ensuite, alors, le voyage de 1912, qui est important parce qu'elle va surtout dans le pays des Kwakiutl. Et ensuite, en 1928, plus tard, là, elle va monter une dernière fois jusque enfin, les îles de la Reine Charlotte, en pays Haïda, là, complètement dans le nord. Là, et elle va faire là aussi un peu les dernières œuvres autour de ces thèmes indiens. Alors, les totems, elle va vouloir en faire toute une série, évidemment, parce qu'elle voit à la fois, elle les voit in situ, c'est-à-dire dans les endroits où ils sont, mais en même temps dans un état souvent très, très déplorable et très vite aussi exploité, c'est-à-dire qu'ils sont déracinés de leur place, on les apporte dans les musées, on en vend partout, etc. Alors, donc, elle assiste d'une certaine manière. C'est paradoxal parce qu'à la fois, elle sent que c'est là qui est important, c'est ça qu'il faudrait représenter, puis par ailleurs, elle le voit disparaître à peu près sous ses yeux. Hein. Et là, elle a tenté, au début, d'obtenir de l'aide du gouvernement de la Colombie-Britannique pour pouvoir faire cette série de peintures en disant, ben au moins, ça aurait une valeur historique. En fait, je serais allé sur place et j'aurais représenté. Et là, évidemment, ces tableaux ont été jugés, enfin plus ou moins, par des anthropologues qui ont regardé ça, et en particulier un qu'on connaît, puisqu'il a fait un rapport sur son œuvre, qui s'appelle Newcomb. D'ailleurs, que Émile Carr connaissait et que respectait comme anthropologue, a dit unsuitable for anthropological works. C'est pas intéressant au point de vue anthropologique. On ne pourra rien faire avec ça, c'est pas assez précis. Alors, à un moment donné, il lui dit d'ailleurs, dans son rapport, il dit peut-être avec. Comment est-ce qu'il dit ça? Je vais vous le lire. Il dit d'abord, c'est peint d'une main trop lourde. Hein? C'est-à-dire, donc, c'est peint évidemment comme un peintre, c'est pas peint comme un photographe là, qui essaie de faire tous les petits détails, etc. Alors, il dit ensuite, si elle pouvait donc arriver à diminuer ses couleurs un peu, c'est trop vif, c'est trop... If she could tone down her color, hein, c'est ça, diminuer la couleur. Il dit, et si certains détails de dimension et de correction étaient corrigés, il dit peut-être que ça pourrait aller under proper supervision, hein, avec un anthropologue à côté qui dit « Ne faites pas ça, là, puis, bon, on a corrigé ça. » Et il dit là peut-être, oui, and then if she could throw some life. Alors, ce qu'il lui recommande, évidemment, c'est de mettre des personnages, de mettre quelque chose, que ça a l'air plus vivant, de ne pas donner l'accent juste sur l'œuvre d'art comme telle. Hein. Mais au fond, là, il lui demandait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Mais on voit dans certains... si vous comparez ces deux tableaux-là, qui sont faits à Skidgate, donc qui sont faits tous les deux dans les îles de la Reine-Charlotte, tout à fait au nord, en pays Haïda. Un est fait en 1928, puis l'autre, au contraire, en 1942. Hein? Alors là, en 1928, elle est impressionnée par les critiques du bonhomme Newcomb. Elle dit « Oh mon Dieu, je devrais faire ça mieux, puis je vais essayer de faire plus attentivement, etc. » Alors donc, elle a représenté ici son totem, avec une espèce de monstre marin ici, avec les deux, les deux nageoires au-dessus, là, comme ça, qui sont présentés tels quels, puis avec finalement, qui n'est pas trop haut, qu'on pouvait contrôler, avec une petite clôture en arrière, en fait, pour donner une idée de la dimension de la chose, alors que dans le tableau de 42, beaucoup plus libre. Hein, on a l'impression que là, elle a choisi de représenter, c'est aussi un totem qui était à Skidgate, mais qui représente un requin. Hein? Et le requin, il y a toujours, bien sûr, une rangée de dents épouvantable, ça c'est sûr, mais il y a aussi souvent, sous le menton comme ça, il y a des espèces de petits traits, puis il y a le nez très retroussé, en tout cas, donc on les reconnaît, on peut arriver à voir l'iconographie, mais là, surtout, on voit, elle n'a plus cette espèce de oukase donnée par Newcomb ou d'autres, qu'elle doit être plus... Et effectivement, c'est un peu malheureux parce qu'au fond, les meilleurs tableaux sont plus libres.
Hein. Si elle veut faire trop anthropologique, c'est moins intéressant. Comme par exemple, tu sais, cette représentation-là qu'elle a faite à Tanou, qui est encore aussi dans les îles de la Reine-Charlotte. Je vous présente une photo en parallèle, vous allez voir ce qu'elle voyait. Et là, elle a essayé justement de représenter les choses frontalement, le plus simplement possible. Elle réduit les espèces de roseaux qui sont ici au premier plan pour qu'on voit bien les totems. Puis, enfin, le décor est assez simple aussi, etc. Et elle essaie, en somme, de plaire un petit peu à ces demandes anthropologiques. Mais évidemment, ça ne durera pas. Elle va finir par faire ce qu'elle veut. Et là, on va avoir peut-être les tableaux les plus célèbres, les plus importants, faits durant ce dernier voyage en 28. Hein. Alors là, ça, c'est la fameuse représentation de la Tsunokua. Tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais là, évidemment, c'est une représentation vue uniquement de près. Alors, c'est un espèce d'être mythique aussi auquel les populations du coin croient beaucoup. C'est représenté comme une vieille dame qui a les yeux comme des charbons ardents un peu, hein, on dit toujours. Elle a une espèce de yeux creux, mais si vous les regardez dans les yeux, vous allez voir comme des lueurs de feu. Et elle se promène toujours comme ça en criant « hou, hou, hou ». C'est pour ça qu'elle a la bouche ronde, comme on la voit ici. Et elle est un peu dangereuse parce que c'est un peu comme un bonhomme 7 heures, c'est-à-dire qu'elle se promène le soir, puis elle ramasse les enfants qui ne sont pas couchés. Hein? Et elle les mange tranquillement chez elle en revenant. Alors, elle se promène toujours avec une espèce de hotte derrière elle et elle ramasse les enfants comme ça qui sont... Alors, on dit, si tu n'es pas gentil, la Tsunokua va venir te manger. Bon, en tout cas, c'était l'espèce... Aussi, une autre caractéristique qui est importante, c'est qu'elle est la gardienne des cuivres. Alors, c'est pour ça qu'on la voit souvent dans les sculptures comme ça. Et vous vous rappelez, sur la façade de la maison, je vous expliquais tout à l'heure, il y a 2 Tsunokua, puis il y a 2 personnages avec les cuivres. Alors, ils sont là, elle est la gardienne des cuivres en même temps. Donc, elle est une espèce de garante de la richesse. Et si bien que quand Émilie Carr se fait expliquer tout ça, elle demande, « Is she bad or is she good? » Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bonne? Alors, l'Indien lui répond, « Sometimes she's good, sometimes she's bad. » Et c'est exactement ça, c'est très bien décrit. Alors là, je vous mets en parallèle l'aquarelle, c'est préparatoire, puis le tableau fait mais là, vraiment, on sent qu'avec le temps, elle est beaucoup plus libre. Et vous comprenez qu'on s'en va vers les tableaux que je vous présentais au début. Hein? C'est-à-dire que peu à peu, ces totems ou ces œuvres d'art indiennes vont devenir de plus en plus simplifiées. Ils vont devenir la forêt. Ils vont retourner à leur origine d'une certaine façon, ils vont revenir à la forêt. Elle décrit cette rencontre avec la Tsunokua d'une façon magnifique parce qu'elle a dit qu'elle se promenait sur une espèce de trottoir de bois et qu'elle a glissé sur des limaces qui étaient là. Et en relevant la tête, elle a vu cette chose-là. Et on a une photo de la sculpture. Vous allez voir que c'est assez proche finalement de cette sculpture qu'elle a vue avec l'espèce de broussailles qu'il y avait autour. Hein. Elle a fait un autre tableau qu'elle a appelé comme ça aussi, le Tsunokua of the Cat Village, mais là-dessus, elle s'est trompée un peu. Je vais vous mettre en parallèle aussi ce qu'on croit être la sculpture qui l'a inspirée. Alors, elle a vu ce deuxième personnage-là comme une Tsunokua, elle a interprété les yeux creux comme ça, et elle a remarqué que sur la tête, il y avait mon fameux serpent à 2 têtes, là, Matthew-Stull. Hein, il est ici, vous voyez la tête de serpent qui monte là. Bon, là, il y aurait un morceau peut-être qui manque, qui serait la tête au centre, puis il y en a un autre de l'autre côté. Hein. Et pour elle, elle lui dit, ça lui donne un caractère féminin, c'est-à-dire qu'elle pense à cette idée de séparer en deux côtés comme ça les cheveux, alors comme si la Matthew-Stull faisait enfin une espèce de caractère féminin. Et là, dans la sculpture, le personnage qui est représenté là se promène avec un cuivre. Hein? Donc, la Tsunokua, gardienne des cuivres, tout ça, alors ça faisait un peu de sens. Mais en réalité, ce dont il s'agit, c'est le portrait, non pas d'une femme, mais d'un chef, qui est le propriétaire de la maison qui est derrière. Hein? Alors ça, elle ne pouvait pas le savoir, elle ne pouvait pas... enfin, elle l'appelle comme ça, Tsunokua of the Cat Village. Vous voyez les chats qui sont là, il y en a une douzaine à peu près. Et c'est qu'elle raconte aussi que pendant qu'elle peint, tout d'un coup, les chats arrivent près d'elle. Et ce qui arrive, c'est que ces villages
sont abandonnés pendant certaines saisons. Hein. Beaucoup de ces nations divisent leur temps entre le temps de la vie profane, si on veut, où on fait de la chasse, on s'occupe de la nourriture, des objets, du commerce, etc., puis le temps sacré. Par exemple, en hiver, vous avez des temps des fêtes. Hein. Alors là, on va dans des villages spéciaux où on fait des cérémonies, etc., puis ensuite, on quitte ces villages-là. Évidemment, si vous amenez des chats dans ces villages-là, puis vous les quittez, ils deviennent minounes en mots. Quand ils voient quelqu'un arriver, alors ils vous entourent de tous les côtés. Alors, c'est un peu ça, je pense, qui a dû lui arriver de ce côté-là. Et, oui, alors là aussi, tous les derniers tableaux, ça Quit Can Cool, tous les derniers tableaux, là, comme ça, deviennent de plus en plus, si on veut, c'est presque la forêt là, qu'on retrouve. Hein? Et là, l'angle de vue devient moins important, tu sais, le côté anthropologique devient moins important. Et je voulais vous montrer ça, parce que là aussi, à Quit Can Cool, elle va trouver un thème qu'on pourrait, en tout cas, c'est difficile à voir, mais je pense qu'il est ici, là. Hein? C'est dans le bas du... Elle n'a retenu qu'un aspect du totem. Elle a laissé tout le reste. Et au fond, c'est le totem de la mère avec l'enfant. Hein. Et alors là, elle retrouve presque aussi un mythe, mais enfin qui pourrait correspondre éventuellement aussi à sa propre culture à elle. T'sais. Vraiment, ce qu'on a l'impression, c'est que plus ça va, plus elle se sent d'accord avec eux. Au fond, qu'est-ce qui est commun entre les Indiens et Émilie Carr? C'est leur marginalisation dans la société. Hein. Émilie Carr n'était pas bien vue à Victoria en particulier. C'est pour ça qu'elle vit plutôt à Vancouver. Il faut vous dire qu'elle était un peu spéciale. Hein. Elle se promenait avec un carrosse avec un singe. Elle avait 4 chiens, 3 chats, un perroquet. Un peu de ménagerie autour d'elle. Quand vous visitiez son atelier, elle avait des poulies partout. Elle faisait monter les chaises et tous les meubles là, pour pouvoir libérer un peu d'espace pour vous montrer les œuvres. Alors, à Victoria, this is not done. Hein? Je ne sais pas si vous êtes allé à Victoria, mais j'ai pas de misère à comprendre. Il faut s'asseoir à l'hôtel Empress à Victoria dans le Bengal Room pour se rendre compte que ça, it's not done. It's just not done. Alors, là, bon. Alors, elle faisait toutes sortes de choses comme ça. Donc, elle s'est marginalisée, si on veut, dans sa propre société. Et c'était un peu l'état aussi des Indiens dans la société canadienne du temps. Ils sont poussés comme ça sur les bords. Enfin, tu sais, je vous parlais tout à l'heure de la façon dont on a traité le potlatch, etc. Alors, elle s'est donc sentie avec eux, hein, d'une certaine façon. On ne peut pas dire qu'elle a une espèce de connaissance de type ethnographique ou anthropologique, mais je pense qu'elle a profondément senti leur sort et elle s'est associée à eux facilement. En tout cas, toute cette partie de sa carrière a été consacrée, au fond, à ce tableau-là. Et je finis avec ce dernier tableau qui est très célèbre. En fait, c'est Blondin Harbour. Ça aussi, Blondin Harbour, c'est encore dans la même région là, de Hallard Bay, etc. Donc, c'est un endroit des Kwakiutl. Et on a souvent interprété, enfin, Barry Lord, par exemple, interprète ce tableau-là comme une espèce d'expression de la colère des Indiens contre l'impérialisme. En fait, ils ont le poing fermé. Barry Lord était un bon communiste, alors il a dû reconnaître, c'est le signe marxiste, mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est lié, encore là, à un mythe, enfin, à une opposition entre deux hommes forts. Et quand ils invitent les gens au potlatch, évidemment, tous les mythes qui parlent de compétition ils sont bienvenus, puisque c'est ce dont il s'agit. Alors, c'est des épreuves de force. Enfin, un déchire une baleine en deux, alors l'autre n'est pas capable de faire ça, évidemment. Puis, donc, alors c'est ça, ils ont représenté deux colosses comme ça qui sont sur le quai pour accueillir les gens qui viennent au potlatch. Hein. Et alors, c'est des sculptures qui sortent pour l'occasion et ensuite qui remettent dans les remises. Et le thème, qui est un thème de compétition entre deux hommes forts, est un thème qui va bien avec le potlatch, avec ce qu'on veut faire. Le tableau semble s'inspirer d'une photo. Hein? Si vous regardez la photo ici, qui est prise par Newcomb, by the way, alors, et ce que Émilie Carr a fait, elle a enlevé les personnages. Hein? Et elle a gardé à peu près la même composition à fin de la photo, etc. Et la photo a été retrouvée dans ses papiers, alors il n'y a pas de doute, là, c'est vraiment... et c'est drôle parce qu'elle dit souvent dans ses écrits que « she never worked with photograph ». Elle n'a jamais travaillé avec des photos, etc. Mais cette fois-là, vraiment, il faut dire qu'elle l'a refait, elle l'a recomposé d'une certaine façon. Alors, vous voyez, alors je pense que c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de son effort, c'est cette idée de donner aux Indiens eux-mêmes la possibilité de montrer comment ils se voient. Hein.
Et la façon de le faire, c'était à travers leurs œuvres d'art, hein, de leur donner de l'importance. Alors là, on a du réalisme un peu paradoxal, puisqu'elle veut représenter les œuvres d'art de ces gens-là le mieux possible, puisque c'est par leur témoignage d'œuvres qu'on va pouvoir voir comment ils voient le monde. Mais par ailleurs, elle le fait de façon de plus en plus libre avec le temps. Et je pense qu'à un moment donné, elle ne sent plus le besoin de ce rapport explicite avec les œuvres d'art indiennes. Et elle se sent assez indienne elle-même pour rentrer dans la forêt et finir avec les tableaux que je vous présentais au début. Merci beaucoup.